Salam, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais parler du diabète de l'enfant. Je vais essayer de résumer le maximum parce que je sais que le cours du diabète, que ce soit en endocrino ou en pédiatrie, est très lent. Donc je vais essayer de vous donner l'essentiel pour vous faciliter de comprendre et d'apprendre facilement le cours. Bref, je vais parler de l'épidémio, de la pathogénie et l'histoire naturelle du diabète, le risque intrafamilial, la physiopathe, la clinique et la biologie, les complications et le traitement. Donc, premièrement, je vous donne une petite intro concernant le diabète de l'enfant. Lorsqu'on dit diabète de l'enfant, c'est-à-dire le diabète de type 1. C'est quoi le diabète de type 1? C'est une carence plus ou moins complète en insuline qui est secondaire à la destruction des cellules bêta-lymphocytaines. Un petit rappel, c'est quoi les cellules bêta-lymphocytaines? Ce sont les cellules qui sécrètent l'insuline. Donc, lorsqu'il y a une destruction de ces cellules, on aura une carence en insuline, ce qui va conduire à l'augmentation du taux de la glycémie, ce qui aboutit au diabète. Le diabète de type 1, il peut être auto-humain dans 95% des cas et idiopathique dans 5% des cas. Donc, le diabète de type 1 auto-humain, c'est le plus fréquent chez l'enfant. C'est une maladie chronique et c'est la plus fréquente chez l'enfant après l'asthme et l'épilepsie. Deuxièmement, l'épidémio. Il faut savoir que le diabète, il est rare au cours des 2 premières années ou dans la période néonatale. Mais la plupart, donc 50% des cas, il se révèle avant l'âge de 20 ans. Le pic de fréquence, il se situe à 4 ans, 5 ans et un autre à la puberté. Donc ces dernières années, on a noté l'émergence du diabète de type 2 chez l'enfant, probablement lié à l'obésité. Concernant la pathogénie, il faut savoir que le diabète, c'est une maladie multifactorielle. Donc, on a des facteurs génétiques, des facteurs immunologiques et des facteurs environnementaux. Les facteurs génétiques, le diabète, c'est une maladie polygénique, mais dont le mode de transmission, il n'est pas connu. On a donc 10% des enfants diabétiques ont des antécédents de diabète, de type 1 dans leur famille, donc seulement 10%. Ce risque, c'est surtout pour les états hétérozygotes DR3, DR4 qui s'expriment par la formule DR3, DQ2, DR4, DQ8. Deuxièmement, les facteurs immunologiques, on a dit que c'est une maladie auto-immune. L'immunité, elle est de type humoral qui fait intervenir des anticorps. Donc, on a des anticorps anti-IAA, ICA, anti-GAD, etc. Et on a des facteurs environnementaux. Donc, ces facteurs, ils sont hypothétiques. Comme les virus, c'est surtout le coxsackie-virus, la rubéole, le cytomégalovirus. On a les aliments comme les protéines du lait de vache et les céréales, toxiques comme les nitrosamines, les médicaments et le stress. L'histoire naturelle du diabète, on a 4 stades. Le stade 1, c'est la susceptibilité génétique. Donc, dans ce stade, le capital insulaire, il est intact. Mais il y a un terrain génétique. Le stade 2, c'est le stade de l'insulite. Dans ce stade, il y a des anticorps, mais la glycémie, elle est normale. Le stade 3, c'est l'intolérance au glucose. Dans ce stade, 50% des cellules bêta-lymphocytaines ils sont détruites. Donc, les glycémies ils vont commencer à augmenter. Et dernièrement, c'est le 4e stade, le stade 4, c'est le diabète clinique où la plupart des cellules bêta ils sont détruites, où 80% des cellules bêta ils sont détruites et la glycémie elle est augmentée. Concernant le risque intrafamilial ou bien la récurrence familiale, on a dit tout à l'heure que le diabète c'est une maladie polygénique et dont le mode de transmission n'est pas connu. Le risque dans la population générale, il est de 0,5%. Si les apparentés au premier degré, ils sont diabétiques de type 1, automatiquement ce risque, il va augmenter. Si le père, est diabétique, le risque, il est de 6%. Si la mère est diabétique, le risque, il est de 2%. Si les 2 parents sont diabétiques, le risque,
est de 30%. Si le premier enfant est diabétique de type 1, le risque pour ses frères et ses sœurs, il est de 6%. S'ils sont HLA identiques, il est de 12%. Et chez les jumeaux homozygotes, il est de 40%. Concernant la physiopathe. La physiopathe, donc il faut savoir que l'insuline est la principale hormone de la régulation des hydrates de carbone. Aussi, c'est la seule hormone hypoglycémiante, c'est-à-dire qui diminue le taux de la glycémie Aussi, c'est une hormone anti-lipolytique et anti-protéolytique. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? L'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante, anti-lipolytique et anti-protéolytique. Lorsqu'on a une carence en insuline, on va avoir une hyperglycémie par la non-pénétration du glucose dans les cellules musculaires, donc pas de glycolyse, la non-frénation de la néoglycogénèse et de la glycogénolyse et l'augmentation des hormones de la contre-régulation. Quelles sont ces hormones? Donc, ces hormones de la contre-régulation sont les catécholamines, le glucagon et le cortisol. Lorsqu'on a une hyperglycémie, elle va entraîner une déshydratation intracellulaire avec une polyurie osmotique et perte des électrolytes, ce qui va conduire ou aboutir à une déshydratation extracellulaire. Concernant la clinique, elle est révélée soit par des signes cardinaux ou bien une acidocétose. Quels sont les signes cardinaux ou le syndrome cardinal? Donc, ces signes, on a premièrement la polyurie, parfois une énurésie, la polydipsie, la polyphagie, l'amaigrissement et l'asthénie. Donc, vous constatez qu'il y a une polyphagie et un amaigrissement. Normalement, quelqu'un qui mange beaucoup, il va grossir. Mais dans ce cas, le sujet, il est maigre. Pourquoi? On a dit tout à l'heure que donc, il n'y a pas de pénétration du glucose dans les cellules musculaires. Et donc, pas de glycolyse, pas de production d'énergie. Donc, les acides gras libres, ils vont servir de substrat énergétique. Donc, ils vont entraîner une lipolyse. Cette lipolyse, elle va se manifester par un amaigrissement. Et on a dit qu'il y a une asthénie. Ou le diabète, il peut être révélé par une acidocétose. Surtout chez le nourrisson, dont il faut penser devant une déshydratation avec du arèse conservé et une détresse respiratoire. Dans ce cas-là, la détresse respiratoire, elle témoigne de l'acédose, qui donne ultérieurement une instabilité glycémique. Lorsqu'il n'y a pas de glucose, on a dit que les acides gras libres, ils vont servir de substrat énergétique, etc. Aussi, ces acides gras libres, ils vont se transformer au niveau du foie en corps cétonique. Ces corps cétoniques, ils vont donner une cétonémie et qui va conduire à une acédose. Concernant la biologie, la première chose, on fait la glycémie veineuse. La glycémie veineuse, premièrement, on a agent et postprandial. Agent, on parle du diabète lorsque la glycémie, elle est supérieure à 1,26 g par litre. Postprandial, si la glycémie, elle est supérieure à 2 g par litre et à n'importe quel moment supérieur à 2 g par litre avec des signes cardinaux. Et toujours, on fait 2 examens avant de poser le diagnostic. Aussi, on fait le dosage de l'insulinémie et le peptide C. C'est quoi le peptide C? Donc, c'est un peptide qui est sécrété avec l'insuline. Donc, lorsqu'on fait son dosage, on le trouve effondré. Lorsqu'on le trouve effondré, ça nous oriente vers le diabète de type 1. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le peptide C, il est sécrété avec l'insuline. Donc, lorsque le peptide C, il est effondré, ça témoigne qu'il y a une carence en insuline. Donc, c'est le diabète de type 1. On fait l'hémoglobine glyquée qui est augmentée et on recherche des anticorps qui nous orientent vers la nature auto-immune.
Donc, pour poser le diagnostic biologiquement, on fait la glycémie veineuse à jeun ou postprandial. On fait le dosage de l'insulinémie et le peptide C qui sont effondrés, donc ça nous oriente vers le diabète de type 1. On fait l'hémoglobine glyquée et la recherche des anticorps qui nous orientent vers la nature auto-immune. Concernant les complications du diabète, on a des complications aiguës et des complications chroniques ou dégénératives. Premièrement, les complications aiguës. On a l'hypoglycémie et on a l'acétocétose. On commence premièrement par l'hypoglycémie. Donc, on parle d'hypoglycémie lorsque la glycémie elle est inférieure à 0,7 g par litre. Elle est inévitable au cours de l'évolution du diabète de type 1. Elle peut être due à un excès d'insuline ou un saut de repas ou une dépense physique. Donc, ces étiologies vont donner des signes cliniques qui sont liés à la glycopénie et des réactions adrénergiques. Donc, la personne, elle est pâle, elle a des sueurs, palpitations, fatigue, tremblements, céphalie, une irritabilité, hallucination, des troubles visuels, parfois des convulsions et un coma, etc. Aussi, la personne, elle est agitée. Concernant la conduite à tenir, elle dépend selon le degré de l'hypoglycémie. Est-ce qu'elle est minime, importante ou profonde? Donc, lorsqu'elle est profonde, elle nécessite une hospitalisation. Deuxièmement, l'acétocétose. Donc, lorsqu'il y a une carence extrême en insuline, on aura une acétocétose. Cette dernière, elle peut survenir au cours de l'évolution d'un diabète connu ou être le mode de révélation. Donc, dans l'acétocétose, on aura une exagération de la polyurie et de la polydipsie, un amaigrissement intense, des vomissements et des douleurs abdominales. On a une polypnie de type Kussmaul et une odeur acétonémique de l'haleine. Et un état calme. Donc la personne, elle est calme, contrairement à une personne qui a une hypoglycémie. Dans l'acétocétose, le pH il est inférieur à 7,20 et les bicarbonates qui sont inférieurs à 15 mmol par litre. Le sodium et le potassium ils sont souvent diminués. Le risque de l'acétocétose il est lié à la survenue de la déshydratation qui conduit à un état de choc dont la prise en charge est en priorité. Aussi l'hypocalémie. Donc l'hypocalémie, toujours on donne une supplémentation en potassium parce que l'insuline et les bicarbonates, ce sont des hypocalémiants. L'œdème cérébral. Cet œdème cérébral, il est très grave et peut conduire au décès. Je vais pas détailler le traitement. Concernant les complications chroniques, ou les complications dégénératives, donc qui sont liées à la microangiographie, la microangiopathie. Donc, on a ces complications, ils sont rares à l'âge pédiatrique et on commence à les rechercher après 5 ans d'évolution du diabète et après 3 ans après la puberté. Donc, on a la néphropathie, la rétinopathie et la neuropathie. Premièrement, la néphropathie, c'est la cause de l'insuffisance rénale. Elle est due à la microalbuminémie ou exécrétion urinaire d'albumine. Cette exécrétion, elle est de 20 à 200 microgrammes par minute ou 30 à 300 milligrammes par 24 heures. Il faut faire 2 mesures de 3 mois d'intervalle. Le traitement, c'est par les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les ARA2, plus une amélioration de l'équilibre glycémique. Concernant la rétinopathie, qui est la cause de la cécité, et elle évolue en plusieurs stades. Le dépistage, il se fait par la photographie non médiatique, le fond d'œil, ou par l'angiographie.
Et le traitement repose sur un bon équilibre glycémique ainsi que l'équilibre de l'HTA et de l'hyperlipidémie. Aussi, les IEC ou les ARA2, les inhibiteurs de la protéine kinase C, etc. Et dans les stades avancés, on a recours au laser. Finalement, c'est la neuropathie. La neuropathie, on a deux principales formes, la forme focale et la forme généralisée. La neuropathie focale, comme le syndrome du canal carpien, la paralysie de la troisième paire crânienne, la neuropathie proximale avec une amyotrophie, et généralisée, la neuropathie périphérique et autonome, ainsi que le pied diabétique. Le dépistage, il se fait par le monofilament et la prévention se fait par un bon équilibre métabolique. Concernant le traitement du diabète de type 1 repose sur l'insulinothérapie. C'est un diabète insulinodépendant. Donc, l'insuline qu'on utilise, il y a deux types. Il y a deux types d'insuline. On a l'insuline humaine et les analogues de l'insuline. Donc, on a l'insuline humaine rapide et MPH, c'est-à-dire l'insuline intermédiaire. Et concernant les analogues, on a les analogues rapides et on a les analogues lents. Le traitement par l'insuline, on utilise, il y a deux schémas. Le schéma conventionnel et le basal-bolus. Le schéma conventionnel consiste à 2 injections par jour ou 3 injections par jour. Et on utilise un mélange d'insuline rapide et de MPH. Concernant le schéma basal-bolus, donc c'est le meilleur. Il doit être proposé à tout diabétique de type 1 et il est proche de la sécrétion physiologique de l'insuline. Il y a un schéma de 4 injections préprandiales, donc on fait 3 injections et basales, une injection au coucher, ou bien à 5 injections si le patient prend un goûter. Donc ce schéma basal-bolus, donc il est, comme je vous ai dit, c'est le meilleur. Il a beaucoup d'avantages que le schéma conventionnel. Aussi, à cette insulinothérapie, il faut associer, il faut suivre des règles diététiques, une activité physique, donc qui facilite la consommation du glucose par les tissus périphériques et qui a des bénéfices psycho-indéniables. L'éducation thérapeutique qui est fondamentale, il faut apprendre tout ce qui concerne le diabète et sa prise en charge. Aussi, une prise en charge psychologique, elle est importante. C'est un complément nécessaire au traitement qui est adressé aux parents, à l'enfant diabétique et parfois à la fratrie. Et le psychologue, il doit être informé sur la maladie diabétique. Donc on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que فهمتوا عليا وهاد la vidéo هتعاونكم في le cours تاعكم. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les citer en commentaire, je suis là pour répondre. Aussi, si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas aussi de les citer en commentaire. N'oublie pas d'abonner, de liker et d'abonner mon compte Instagram a.8.kayamed. Si حبيتوا هاد les photos اللي كاينين في la vidéo, vous les trouvez en story sur Instagram. Et je vous dis bon courage et salam.